La fourchette, ce geste si complexe et spécial, cette technique où un joueur décide de vérifier si les yeux de son adversaire sont bien en place. C'est comme un test de vue improvisé, mais sans l'opticien et avec beaucoup plus de douleur. Imaginez un jardinier curieux de vérifier que les plantes ont assez de lumière, sauf qu'ici ce sont les yeux de quelqu'un et c'était pas du tout le bon moment. Cette technique consistait au milieu d'un ruck, d'un maul ou d'un regroupement à utiliser deux doigts, préférentiellement l'index et le majeur, pour les planter dans les yeux de son adversaire. La difficulté résidait surtout dans le fait qu'il y avait beaucoup d'agitation autour. Et viser une petite cible en mouvement était extrêmement complexe. En 1992, la FIRA, la Fédération Internationale du Rugby Amateur, puisque le rugby n'était pas professionnel, c'est l'ancêtre de l'IRB, a décidé de réviser les règles pour inclure des sanctions claires contre ce geste qui compromettait la sécurité des joueurs. Le taux d'échec sur les tentatives de fourchette était extrêmement élevé et les joueurs devenaient frustrés et s'énervant en ratant ce geste. Bien heureusement, le rugby a changé et ce genre de geste est interdit et banni des terrains. Notre sport a bien évolué et les attentats ne sont plus tolérés. Alors, dans cette vidéo bien légère, je vais revenir sur le top des gestes les plus scandaleux qui ont existé sur les prés. Marron dans la tronche, cravate, le rucking, le stamping, le coup de coude, le coup de genou, le plaquage cathédrale, la percussion à l'épaule, le plaquage haut, le croc en jambe, le coup de tête et les morsures, et le dernier, les combos. Non, n'y voyez pas une apologie de la violence et des mauvais gestes, car je les supporte pas, mais plus comme une rétrospective sur l'évolution de notre sport et la violence qui a pu exister sur les terrains. Le rugby reste rugueux, mais bien heureusement, il est correct aujourd'hui. Alors prenez tout ça au second degré et chill. Il ne faut surtout pas confondre le marron dans la tronche avec une grande praline dans la gueule. Le marron est un geste technique particulier pouvant être réalisé à divers endroits du terrain de manière plus ou moins discrète et de façon individuelle ou collective. Le marron a cette capacité à cristalliser l'attention des joueurs et du public en faisant passer le jeu et le ballon comme un accessoire facultatif à l'activité. La particularité du marron est qu'il peut être comme le Covid, contagieux avec une proportion à se multiplier comme les cafards. Lorsque deux joueurs commencent à échanger des marrons, les autres protagonistes arrivent en courant, souvent vexés de ne pas avoir été invités plus tôt par leur partenaire dans la fête. C'est compréhensible, il n'y avait généralement pas plus d'une seule bataille de marrons par match. Et certains joueurs étaient redoutables à ce jeu. Ayant peur d'arriver en retard s'ils n'en étaient pas à l'initiative, ils voulaient en être l'initiateur et étaient mauvais joueurs lorsqu'ils perdaient. C'est d'ailleurs pour cela que les marrons sont maintenant sanctionnés d'un rouge, car la frustration des joueurs était telle qu'ils refusaient d'utiliser le ballon par la suite. Cette technique s'est développée au début du siècle pour atteindre son apogée dans les années 30, étant à l'origine de très graves accidents et notamment d'un mort. Elle a été peaufinée dans le temps pour être plus sécuritaire. Elle consistait à stopper la progression d'un joueur, de préférence à pleine vitesse, en tendant son avant-bras pour lui toucher le cou. Le coup de la corde à linge, son autre appellation, était considéré comme parfait lorsque l'attaquant était stoppé net, ses pieds partant vers l'avant et son corps se retrouvant à l'horizontale. La difficulté technique résidait dans le fait de bien évaluer la distance entre l'attaquant et la longueur de son bras. Si l'adversaire changeait de direction, ce n'était plus l'avant-bras, mais l'avant-bras qui attrapait la glotte du porteur de balle. La honte. Certains joueurs ont dû arrêter leur carrière après des manchettes ratées car ils subissaient trop les colibés désobligeantes de leurs partenaires. Cette technique redoutablement efficace a été reprise par la suite dans le catch, sport voulant concurrencer le principe du rugby. Ils ont gardé les mêmes règles tout en réduisant l'espace et en retirant le ballon. Le rucking est une merveilleuse chorégraphie de danse contemporaine où plusieurs joueurs décident d'avoir une réunion impromptue sur l'endroit exact où le ballon a décidé de faire une sieste. Il n'arrive que lorsqu'un adversaire a décidé d'essayer de cacher le ballon aux autres joueurs en s'allongeant dessus. Cela donne une sorte de câlin assez intense mais avec plus de crampons et moins de consentement. Ce geste technique a deux objectifs complémentaires. Le premier est de permettre de réveiller le ballon de sa sieste pour qu'il continue sa route vers l'embut. Le second est de retirer la terre présente sous les crampons afin de gagner du temps à la fin du match pour aller faire la brinque. Lorsqu'un joueur commençait à faire du rucking, il n'était pas rare de voir tous les joueurs derrière lui apprécier l'idée et faire la même chose sur la même personne pour ne pas être en retard à la troisième mi-temps. Ce geste a progressivement disparu des terrains avec l'arrivée des synthétiques car plus de terre à nettoyer, les joueurs n'y voyaient plus réellement d'utilité. Il est très important de distinguer le rucking du stamping. Le stamping, c'est ce moment spécial où un joueur décide que le dos ou les jambes de son adversaire ressemblent étrangement à un timbre-poste géant ou aux chaussures neuves de son copain. Tu as sûrement fait ça en étant enfant, cette pratique ancestrale qui consiste à baptiser les chaussures blanches et toutes neuves de tes amis en lui sautant dessus avec les pieds joints. Le stamping, c'est ça, une façon créative de rappeler à tout le monde l'importance des traditions par une soudaine démonstration d'affection par les crampons. On peut le comparer à une danse improvisée de claquettes, mais sans musique, sans claquettes et avec beaucoup plus de douleur potentielle. Beaucoup de néophytes ont du mal à faire la différence fondamentale entre le rucking et le stamping. Il n'était pas rare de voir certains joueurs ayant subi du stamping arborer fièrement les cicatrices en fin de match. C'était un peu comme un tatouage.
Ce geste a d'abord été conçu pour être réalisé de manière discrète dans les rucks ou les mauls. Au vu du faible taux de succès des joueurs dans cet exercice, le règlement a évolué et il a été autorisé dans le jeu courant pour empêcher l'adversaire de venir plaquer, mais également dans les mauls, à une condition, au-dessus des autres joueurs à la vue de tous pour le plus grand plaisir du public. La difficulté était évidente. Il fallait bien viser pour ne pas rater son adversaire. Le coup de coude était considéré comme raté lorsqu'il manquait sa cible ou que l'adversaire restait sur le terrain après l'avoir reçu. Lorsque le coup de coude était raté, il était possible de voir un entraîneur sanctionner un joueur et le mettre sur le banc en le sortant. Certains joueurs ont vu leur carrière brisée et une impossibilité de retrouver un contrat professionnel après un échec dans cet exercice. Le coup de genou est cette façon inventive qu'ont trouvé les joueurs pour signaler à leur adversaire qu'il est un peu trop proche pour son confort. C'est comme si au lieu de dire excuse-moi ou pardon, ils choisissaient de donner en accéléré un cours sur l'anatomie du genou. La difficulté résidait dans l'explication avec le corps arbitral pour bien faire comprendre que c'était un cours théorique et qu'il n'y avait aucune intention de faire mal. Cela a amené à un affrontement entre deux courants philosophiques concernant les coups de genou. Ceux qui n'étaient pas intentionnels et ceux qui n'étaient pas faits exprès. L'interprétation du joueur victime du cours d'anatomie était souvent mauvaise et cela pouvait amener des discussions engagées. Pour mettre tout le monde d'accord, ils ont été bannis des terrains. Le plaquage cathédrale ou soleil est un geste technique extrêmement complexe à réaliser. Ses origines sont assez obscures et deux théories existent quant à sa naissance. La première théorie, c'est qu'il aurait été inventé par un trois quarts qui faisait ses études d'architecte. Il aurait créé un mouvement complexe où un joueur décide de devenir architecte en essayant de transformer temporairement son adversaire en flèche de cathédrale. C'est un peu comme s'il disait « et si on essayait de te faire voir le terrain sous un autre angle, de très très haut ». En gros, c'est une tentative de lancer quelqu'un dans les airs avec une trajectoire bien moins gracieuse qu'un oiseau. C'est comme un tour de montagne russe mais sans harnais de sécurité et beaucoup plus de cris de surprise et de douleur. Une expérience que personne ne souhaite revivre. La seconde théorie est celle d'un jardinier de stade qui se faisait réprimander pour la hauteur du gazon par ses adversaires. Il décida de leur donner une autre perspective afin de vérifier que la hauteur de l'herbe ne dépassait pas les 5 cm. Comme il avait l'habitude de planter les poteaux de touche, pour se rapprocher de la réglementation en vigueur sur le plaquage, il terminait sa démonstration en enfonçant le joueur dans le sol. Le plaquage haut a un caractère réellement subjectif. Il prend ses origines d'un pari que deux amis s'étaient fait. Les deux s'étaient accordés pour dire que le plaquage à la taille était bien trop simple à réaliser. Ils considéraient que le bassin était trop large comme cible. Afin d'y remédier, ils ont décidé de viser le cou ou la tête qui prenait beaucoup moins de place et qui, selon eux, bougeait beaucoup plus vite que le bassin. L'objectif était de venir imprimer la marque de son épaule sur le menton du cobaye en attente. C'est un geste technique qui s'est normalisé au cours du temps. La charge à l'épaule, c'est ce moment où un joueur décide de jouer à un jeu de rôle. Il s'imagine incarner un personnage bélier humain et fonce dans son adversaire avec la grâce subtile d'un bulldozer. C'est en réalité un câlin rugbystique très enthousiaste, sauf qu'au lieu d'être à bras ouverts, il y a une épaule en avant. Imaginez un joueur pensant, et si je testais la robustesse de la mâchoire de cette personne avec mon épaule? C'est une démonstration d'affection brute qui laisse généralement une impression durable et souvent un bleu ou des points de suture. L'histoire des coups de tête au rugby vient d'un joueur frustré de ne pas réussir à faire de la télépathie, souhaitant se connecter rapidement avec son adversaire ou son partenaire. Il peut se réaliser debout, allongé, avec du monde autour ou non. En réalité, on est assez libre dans sa pratique. Le premier inconvénient de ce geste est le pratiquant. Il n'est pas toujours capable de reconnaître ses adversaires et peut le mettre à un partenaire sans le vouloir. Si tous les joueurs ne sont pas bien concentrés au moment du début de la séance de télépathie, des accidents peuvent survenir. La télépathie est une pratique dangereuse. Certains joueurs ont tenté de le mettre en place dans les vestiaires pour communier avec les partenaires. La communion fut un peu trop forte et un nez fut brisé avant de commencer le match. Pour bien se connecter avec ses adversaires pour une séance de télépathie, il est primordial de suivre quelques règles. Il ne faut pas le faire avant le coup d'envoi et s'assurer qu'il n'y a pas de partenaire dans le coin pour éviter les interférences. La séance peut intervenir à tout moment du jeu ou même à un arrêt de jeu. Il est indispensable d'avoir une ambiance calme et sereine pour que cette dernière fonctionne. L'équipe de France de football a d'ailleurs tenté de reprendre cette technique pour gagner une finale de Coupe du Monde. Le croc en jambe, ou plus communément appelé croche-patte, est le moment où un joueur décide de rappeler à son adversaire qu'il y a un prix à payer pour avoir des jambes aussi agiles. C'est comme si on offrait une leçon impromptue de limbo, mais sans musique ni anticipation. Imaginez un joueur réfléchissant sur un terrain, parce que oui, cela peut arriver, et se disant « voyons voir jusqu'où il peut aller sans tomber », et décidant d'ajouter un peu de suspense à chaque foulée de son opposant. Une association à but non lucratif vit le jour pendant un temps pour développer ce jeu de stratégie improvisé dans lequel l'objectif était de voir combien de pas peut faire l'adversaire avant de s'étaler sur le sol. On décide de jouer avec la gravité et l'équilibre de l'autre. Imagine un joueur de rugby n'ayant pas mangé son poulet et ses pâtes avant le match.
il y a de quoi être de mauvaise humeur et il risque de s'énerver et surtout de manquer de sucre. Alors il est capable de décider d'aller chercher un bout de viande dans l'équipe adverse. Certains joueurs ont même réussi à inventer les combos en enchaînant les brutalités. Cet anglais, et ouais, fallait bien que ça soit un anglais, a réussi à enchaîner la manchette avec les marrons dans la tronche. Cet exploit est extrêmement difficile à réaliser et pour ça, honnêtement, je lui tire mon bravo. C'est la fin de cette vidéo bien légère sur le top 13 ou top 10 ou top 12, je ne sais plus, des gestes interdits au rugby. Évidemment, c'est pas pour faire l'apologie de la violence, mais moi, elle m'a bien fait marrer. Si elle t'a fait marrer, eh ben, je comprends pas que tu sois pas encore abonné et c'est le moment de le faire. Puis on se revoit bientôt. Topette l'ami.